Nel domaine de l'antiquariat, par convention, on considère comme anciens les meubles, les céramiques, les argenteries, les étains, les objets précieux de collection, les tapis, les tapisseries, l'art oriental, et ainsi de suite, qui ont été réalisés il y a plus de 100 ans. Cette façon de penser a sa propre logique. En effet, si l'on analyse la définition et la signification du terme, notre esprit se tourne vers quelque chose d'une époque lointaine, quelque chose qui, rapporté à la vie humaine, n'a plus la possibilité d'avoir de témoins vivants. Si l'on considère que la vie humaine dépasse très rarement les 100 ans, le raisonnement tient la route. On entend ensuite par ancien d'époque le meuble ou l'objet réalisé à la période historique durant laquelle se sont affirmés les éléments stylistiques et structurels qu'il présente. Je m'explique, par exemple, un meuble du XVIIIe siècle présentant les éléments stylistiques nés et affirmés pendant la période de Louis XV en France sera assurément qualifié d'ancien d'époque. À l'inverse, un autre objet fabriqué à l'époque du néo-baroque, qui s'est imposé en Europe à la charnière des XIXe et XXe siècles, sera certes qualifié d'ancien, mais ne sera pas d'époque. Sont considérés comme authentiques les meubles ou objets anciens d'époque dont les parties remplacées ne dépassent pas au total 40%. En parlant de meubles ou d'objets d'antiquité, il devient inévitable d'aborder la question de la patine. Personnellement, et beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, j'ai toujours voulu maintenir une distinction entre la patine du matériau avec lequel un objet est fabriqué et l'ensemble de l'objet lui-même. Pour être plus clair, en parlant de meubles, nous devrons distinguer entre la patine du meuble et la patine du bois. Par patine du meuble, il faut entendre la couche superficielle de poussière, de cire, de résidus charbonneux provenant de lanternes et de bougies qui s'est formée au fil des siècles. De même, les traces d'usure et d'abrasion dues à l'utilisation quotidienne sur les tiroirs et leurs glissières, sur les traverses inférieures des bases d'une table, sur les arêtes et ainsi de suite, dans une longue liste. Tous ces éléments constituent la marque tangible du temps passé et rendent parfois l'objet particulièrement intéressant pour le collectionneur. En revanche, par patine du bois, il faut entendre l'accentuation progressive au fil du temps de la couleur naturelle du bois. L'action combinée de la lumière, de l'air, de la chaleur ambiante et de l'humidité produit différentes nuances de gris et de brun sur le noyer, le chêne, le châtaignier, des tons orangés rougeâtres sur le merisier et le hêtre, des teintes paille sur le peuplier et d'autres bois tendres. De plus, le grain, c'est-à-dire les pores du bois, a tendance au fil des siècles à se compacter de plus en plus, à se resserrer jusqu'à atteindre, surtout dans des environnements secs, une compacité comparable à celle de l'os ou du marbre. Ce phénomène se produit uniquement dans les bois dits durs comme le noyer, le merisier, le chêne. Pour d'autres bois dits tendres, comme le peuplier ou le sapin, la diminution progressive de l'humidité interne entraînera la perte de la compacité initiale jusqu'à, même si cela prend énormément de temps, frôler les limites de la pulvérisation. Des considérations similaires devront également être faites pour les objets fabriqués avec d'autres matériaux. Voyez par exemple l'oxydation naturelle du bronze, qui devra être conceptuellement distingué de tout autre type de dépôt superficiel. Par là, je veux dire que la patine du matériau dans le cadre d'un projet de restauration mené correctement devra absolument être préservée, tandis que la patine de l'objet sera du ressort du restaurateur qui, après des évaluations esthétiques et historiques, devra décider s'il convient de la conserver en tout ou en partie, ou de la sacrifier par un nettoyage qui devra toutefois être réalisé avec soin afin de ne pas compromettre l'aspect que le matériau a acquis à travers les phénomènes de vieillissement. Reprenons maintenant un concept que nous avons déjà évoqué il y a peu, lorsque nous avons parlé d'objets anciens d'époque et qui concerne les objets dits de style ou de reproduction.
À partir des premières décennies du XIXe siècle et parallèlement aux productions que l'on peut qualifier d'époque, on assiste à une réinterprétation commerciale de tous les styles existants jusque-là. La production du soi-disant meuble ou objet de style commence de façon de plus en plus massive et cela perdure encore aujourd'hui. On commence par le néo-gothique pour passer ensuite au néo-Louis XVI, au néo-baroque, au néo-renaissance et ainsi de suite. On réalise des formes fortement inspirées des différentes époques et, dans certains cas, on en vient à proposer de véritables copies. Le faux, contrairement aux meubles que nous avons définis comme étant de style, sera la reproduction frauduleuse d'un objet créé spécialement pour satisfaire le désir de possession du collectionneur qui le croira donc authentique.